Adolescence et autorité, le grand amour? Partie 3. Qu'est-ce qui fait autorité chez les adolescents? Alors, est venu le temps de l'autorité. Chez les adolescents, qu'est-ce que c'est? La question de l'autorité est cruciale chez les adolescents. Elle se résume finalement en une seule question. Qu'est-ce qui fait autorité chez eux, dans leur diversité, au moment même où ils naissent à l'état d'homme et de femme, pour reprendre Maria Montessori? À cette question, j'y réponds très simplement. Et de manière paradoxale, qu'est-ce qui fait autorité chez les adolescents? C'est eux! C'est eux qui fait autorité chez les adolescents. En effet, ce qui fait autorité auprès de chacun d'entre eux, auprès de chaque adolescent, c'est lui-même. Et je vais défendre cette thèse. Je vais défendre cette thèse, et vous allez comprendre, en m'appuyant sur l'auctoritas, en m'appuyant également sur une autre notion latine importante, qui est celle de potestates, de pouvoir. Et de voir que si il n'y a pas une articulation, une forme d'adéquation, eh bien cela peut provoquer des tensions, mais également, nous le verrons, ce que je vous propose d'appeler une pédagogie noire, une pédagogie sombre, qui parle d'ailleurs plus des parents que des adolescents eux-mêmes. Et cette thèse, alors, je la prends au sens du philosophe Aristote, c'est-à-dire c'est une pensée paradoxale qui répond à un problème et qui est justifiée par un raisonnement. Aristote définit cette définition de la thèse dans son ouvrage important qui s'appelle Les Topiques. Alors, avant d'entrer dans le vif maintenant du sujet, je vous propose, juste au regard de mes travaux de recherche, de revenir sur ce qu'est l'auctoritas, pour ensuite dérouler le raisonnement et ainsi justifier ma thèse. L'autorité, c'est le pouvoir inspiré de créer, d'agir et de diriger une ou plusieurs conduites, à commencer par la sienne. À commencer par la sienne. Et ça, c'est un mot important. Quant aux adolescents, la définition que je vous propose est de fait très classique et très simple. Ce sont des êtres humains, bien entendu, qui, avec la puberté, quittent l'enfance en devenant adultes. Il s'agit donc d'un moment intense, d'un moment périlleux. C'est une phase décisive dans la construction identitaire de chaque individu, construction identitaire en dynamique, en mouvement, construction identitaire qui est pleine de promesses et qui ne demande qu'à prendre sens. Voilà pour les mots. Tout d'abord, regardons comment Maria Montessori va penser la relation entre l'enfant, l'adolescent, et l'adulte. Tout d'abord donc, de l'égale dignité enfant-maître à ce que j'appelle la révolution copernicienne de Maria Montessori. Partons de l'enfant. La pédagogue italienne, décédée en 1952, fait une observation de fond pour en tirer une conséquence, me semble-t-il, essentielle.
c'est l'égale dignité enseignant-enseigné tout au long de la relation pédagogique. Quand je dis tout au long de la relation pédagogique, c'est-à-dire que dès lors que l'enfant est en présence de l'éducateur en présence de l'enfant, à partir de là, il y a une égale dignité qui fonde l'entraide, qui ne fonde pas un pouvoir sûr, mais qui fonde l'entraide, qui fonde ce que les philosophes politiques appelleront la coopération. À cet égard, Maria Montessori nous livre son raisonnement dans une conférence sur l'éducation et la paix, conférence qu'elle donne à Genève, à la Société des Nations. La Société des Nations, c'est avant l'Organisation des Nations Unies, avant l'ONU, c'est ce qui rassemble les grandes puissances étatiques et nationales, notamment d'Europe, pour tout dire, après la Première Guerre mondiale. Et à la SDN, la Société des Nations, en 1926, Maria Montessori déclare la chose suivante. La crise dont nous sommes témoins n'est pas seulement le passage d'une ère à une autre. On ne peut la comparer à un processus biologique ou géologique. Des êtres nouveaux apparaissent. Des enfants, en même temps que sur la Terre, se réalisent des conditions de vie, nous dit-elle, selon elle, des conditions de vie jamais vues. Elle précise, l'enfant est le père de la civilisation. Les civilisations, je continue à la citer, les civilisations ont été bâties sur des fondations incomplètes. Les civilisations ont été bâties sur des fondations incomplètes. L'enfant n'a jamais été considéré comme il doit l'être. Nos valeurs sont des valeurs d'adultes. Nous avons considéré l'enfance comme un stade. Nous avons considéré l'enfance comme un stade de développement vers l'homme. Mais l'enfance, c'est bien autre chose. L'enfance, c'est, nous dit-elle, une entité en soi. Elle précise, pour elle, la pédagogue, qui a travaillé avec des enfants dits idiots, avec des enfants, à l'époque on ne disait pas ça, autistes, avec des cas sociaux aussi. Eh bien, pour elle, l'enfance, c'est un pôle de l'humanité. Par conséquent, l'enfant et l'adulte doivent travailler ensemble et s'aider et s'entraider. Ils doivent agir mutuellement. Notre société s'est bâtie sans l'enfant, tel un homme qui ne marcherait qu'avec une seule jambe. Cette observation qu'elle partage à la Société des Nations en 1923, je vous propose de la considérer également pour les adolescents. C'est bien une entité en propre qui se passe là. C'est bien cette naissance à l'homme, dit-elle, qu'est l'adolescence. Cette naissance à l'homme qui constitue un pôle très précisément. Et de fait, si on comprend ça, il y a 3 conséquences principales dans le cadre de notre raisonnement pour répondre à la question « l'autorité chez les adolescents, c'est quoi ?» 3 conséquences. La première, c'est que la fonction de l'éducateur, la fonction du maître, dirait-on, si on était dans l'école des Grecs, la scolée, eh bien, sa fonction, c'est une fonction de médiation entre l'adolescent et son environnement.
Elle ne cesse de le répéter, Maria Montessori, l'éducateur, le maître, mais aussi l'adulte, le parent, est un trait d'union. C'est un trait d'union. Il est là pour stimuler, il est là pour créer le lien, l'ensemble des liens, pour proposer, pour suggérer, en fonction certes des circonstances, mais aussi des centres d'intérêt de l'adolescent. Il est là pour faire un trait d'union. J'aime bien le trait d'union sur l'ordinateur, parce que vous voyez le trait d'union, si vous avez d'un côté l'adolescent, de l'autre l'environnement, le trait d'union, il met en lien les deux, mais il ne touche ni l'un ni l'autre. Il ne touche ni directement l'adolescent et ne touche pas l'environnement. Mais il est là, il est passerelle, il est pont, il crée des ponts. La deuxième conséquence, c'est la liberté et l'autonomie pour Maria Montessori. De ce point de vue, un des maîtres mots montessoriens, c'est « apprends-moi à faire les choses par moi-même ». Apprends-moi à faire les choses par moi-même. Maria Montessori nous dit « la liberté est la clé de tout le processus de développement ». La liberté est la clé de tout le processus de développement. Et le premier pas est fait lorsque l'individu, l'adolescent, est capable d'agir sans l'aide des autres et devient pleinement conscient de lui comme être autonome. Autonome. Elle nous dit cela dans son ouvrage « L'éducation et la paix ». Je vous rappelle tout de même la définition d'autonomie, que l'on emploie souvent, mais sans, me semble-t-il, en percuter la puissance notionnelle. Le fait que l'autonomie, pour les philosophes, je vous le rappelle, c'est la capacité d'un individu à déterminer lui-même un mode d'organisation et où les règles auxquelles il se soumet. Nomos en grec, la règle auto par soi, par soi-même. Oui, je détermine les règles qui vont me gouverner. Ce n'est pas rien. Dans cette optique, Maria Montessori, en 1943, elle constate, aussi bien d'ailleurs auprès des enfants qu'auprès des adolescents, qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate et elle écrit « Ce que j'ai constaté dans nos écoles, c'est que ces caractéristiques, à savoir l'indiscipline, l'absence de concentration, le refus de travail, disparaissent toutes dès que l'enfant, l'adolescent, est intéressé par le travail qui attire son attention. Les soi-disant sages et méchants, ou encore les supérieurs, elle écrit les supérieurs en parlant des enfants qui reçoivent de meilleures notes, eh bien, les soi-disant sages et méchants, tout comme les supérieurs, forment plus qu'un seul type d'adolescent, ne manifestant plus aucun de ces traits de caractère. Chacun suit son guide intérieur, ainsi le problème est résolu. Pour obtenir la discipline, l'apprentissage, donner la liberté. Elle observe que tous ceux qui étaient différents, eh bien, dans une pédagogie qui accompagne, dans une pédagogie du trait d'union, la liberté est possible parce que précisément, les ados, mais aussi les enfants, sont bien. Sont dans le respect de leur auctoritas. Sont dans le respect de leur autorité intérieure, dans leur capacité de créer, de produire
d'agir, d'être inspiré, voire même d'agir d'ailleurs aussi avec les autres. Oui, quand il y a ce moment-là, quand il y a cette liberté, eh bien, il y a aussi le respect de cette autoritas. On y reviendra aussi. Enfin, et c'est la troisième et dernière conséquence, elle concerne non plus la fonction, trait d'union, ce n'est plus la liberté, à présent, c'est la posture de l'enseignant. C'est-à-dire, comment il se positionne par rapport à l'adolescent. Oui, cette posture, selon Maria Montessori, ne peut changer que du tout au tout. Elle écrit, toujours dans L'éducation et la paix, notre premier maître est donc l'enfant lui-même. Notre premier maître est donc l'enfant lui-même. C'est l'enfant lui-même qui doit être le pivot de son éducation. Alors, oui, pour ma part, je considère que c'est une révolution copernicienne. Elle chamboule tout. Elle chamboule tout. Là où le maître est le maître, là où l'enfant est l'enfant, eh bien, Maria Montessori nous fait comprendre que l'enfant est le maître. Il est le pivot de son éducation. C'est son être même, son être intérieur. Aristote dirait, c'est son âme. C'est son âme qui, à un moment, eh bien, fait autorité. Oui, c'est bien cette âme-là, c'est bien cette autorité-là qui va être la discipline, qui va être source du respect, qui va être à l'origine des apprentissages et des choix fondamentaux. Quand je dis que cette autorité est discipline, ça veut dire qu'elle est celle qui va apprendre, elle est celle qui va s'inspirer, elle est celle qui se laisse inspirer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant Maria Montessori, avant ce que je vous propose d'appeler la révolution copernicienne, pédagogique, avant, c'est le maître qui était en position top-down, qui était descendant, sachant. Ça donne d'ailleurs à l'université ces cours qu'on appelle le cours magistral, où il y a une chaire. Le sociologue Pierre Bourdieu y revient abondamment dans ses ouvrages sur la sociologie de l'éducation. Mais voilà, le professeur est au-dessus et taisez-vous, vous, adolescents, vous, étudiants. Avec la révolution copernicienne, eh bien oui, il y a un changement total de posture, de position. Il y a un renversement hiérarchique. Alors, précisément, maintenant, traitons de cette autoritas chez les adolescents et aussi, dans le même temps, des potestates. Alors, l'autorité ou autoritas, c'est bien l'adolescent. Ce qui est en jeu, ce n'est pas rien, c'est le développement de son être pour Maria Montessori. C'est l'âme aristotélicienne. Et ce développement, il est précisément propre à chaque adolescent. Puisque ce dont il s'agit, c'est de la vie même. C'est de la vie même de son autorité. C'est de la vie même de son rapport au monde. C'est de la vie même de son inspiration. C'est de la vie même de son souffle. C'est de la vie même de sa capacité à créer. C'est de la vie même de sa faculté d'agir ou pas, d'ailleurs, ou pas, avec les autres. Oui, voilà pourquoi
c'est bien l'adolescent qui fait autorité. C'est bien l'adolescent qui ne peut qu'être l'auteur de sa vie. C'est bien l'adolescent qui ne peut être l'acteur de son devenir. C'est bien l'adolescent qui est l'artiste de ses talents et de ses envies. C'est bien l'adolescent, l'auctoritas de l'adolescent, qui fait qu'il est l'artisan de sa paix intérieure. Ou pas. C'est lui. Autrement dit, l'adolescent, il est le maître absolu. Parce qu'au fond, ce dont il s'agit, c'est de sa liberté fondamentale, de sa liberté intérieure, de son élan vital et élan existentiel. C'est le fort intérieur. Fort intérieur, d'ailleurs, je vous le rappelle, reconnu par toutes les traditions philosophiques, par toutes les traditions spirituelles, par toutes les religions et sagesses. Ce fort intérieur, c'est d'ailleurs un très beau mot. C'est un mot qui est plein de sens. Et on va comprendre le lien avec l'auctoritas. En droit ecclésiastique, dans le droit de l'Église, le fort, ça signifie l'autorité de la conscience. Ah, on retrouve le mot autorité. Le fort intérieur, le fort, F-O-R, c'est l'autorité de la conscience. Le mot fort provient d'ailleurs du latin classique forum. Et c'est quoi un forum? C'est un enclos qui comprend la maison. Et ce mot latin, forum, qui donne fort, fort intérieur, ce mot a une racine indo-européenne qui signifie la porte. Rendez-vous compte, quelle richesse. L'autorité, l'auctoritas, c'est donc cette maison, cet enclos, avec cette maison, qui a une porte ouverte sur le monde. Par conséquent, et ce n'est pas la moindre des choses, trois attributs, me semble-t-il, existent dans l'auctoritas, chez tout être humain, a fortiori chez l'adolescent. Premier attribut de l'auctoritas, c'est qu'elle est propre à chaque adolescent. L'auctoritas est propre à chaque adolescent. Conséquence, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Deuxième attribut, c'est que l'auctoritas, elle est originale et profonde. Et relève, de fait, de la personnalité de chaque adolescent. Conséquence, il n'y a aucun moule qui peut la contenir. Aucun moule ne peut contenir l'auctoritas. Pas de modèle. Pas de moule. Enfin, troisième attribut, elle ne peut être que singulière. Elle est une et unique. Il n'y a pas de pluriel dans l'auctoritas. Il n'y a pas de pluriel. Chaque adolescent n'a qu'une auctoritas. Ça veut dire que si à un moment donné elle est blessée, c'est pas rien qui est blessé. C'est toute la colonne vertébrale, c'est toute une profondeur, une unicité originale, propre à chacun et à chacune. Ce n'est pas rien, l'auctoritas. Voilà pourquoi, oui, bien sûr, c'est ce fort intérieur. C'est cette maison avec cet enclos qui a une porte ouverte le monde, qui fait autorité chez l'adolescent, comme chez tout être humain d'ailleurs, et chez l'enfant, comme ne cesse de nous le rappeler Maria Montessori.
cette auctoritas n'a pas d'équivalent. Elle se prolonge et s'incarne, en outre, dans, je vous en ai déjà parlé, dans des potestates, ou pouvoirs en latin. Chez les latins, les pouvoirs, ou potestates, ont, eux aussi, me semble-t-il, 3 attributs. 3 caractéristiques. Premier attribut, les potestates sont partagés et se diffusent dans la société. Oui, ces pouvoirs, ils peuvent appartenir à plusieurs personnes. Ils peuvent appartenir à une personne, il est vrai, mais au départ, ils sont pluriels, ils se diffusent. Deuxième caractéristique, deuxième attribut, les potestates sont artificiels. Ils sont fabriqués, ils n'ont pas d'origine divine, d'inspiration invisible, ce sont des pouvoirs humains, effectifs, les latins diraient efficaces. Efficax. Ils produisent des effets concrets. Enfin, dernière caractéristique de ces pouvoirs, de ces potestates, c'est qu'ils sont pluriels. Ils sont politiques, religieux, spirituels, économiques, culturels. Ils se conjuguent au pluriel, contrairement à l'auctoritas, qui, elle, est singulière. Chez les adolescents, les pouvoirs, les potestates, sont en quelque sorte propulsés par la puberté. Ils sont excités, en excitation, en plein développement, forts de leur potentialité. Ils sont vifs, dynamiques, explosifs, volcaniques. Et parfois, ces pouvoirs, d'ailleurs, sont aussi écorchés, ou même humiliés. De fait, il me semble que si l'auctoritas n'appartient qu'à l'adolescent, c'est-à-dire c'est lui qui fait bien l'autorité dans sa maison, dans son enclos, c'est lui l'autorité de son fort intérieur, c'est lui qui fait autorité de ses apprentissages, il est possible d'accompagner l'adolescent à découvrir ses pouvoirs. Non pas son auctoritas. Qui sommes-nous pour aller au cœur du cœur? Qui sommes-nous pour aller dans le fort intérieur, dans cette maison enclos, avec son enclos? En revanche, accompagner l'adolescent à découvrir ses pouvoirs, ses possibilités, ses potestates, avec une action sur le monde, ou une action avec les autres, c'est justement là, à mon sens, que se joue le rôle de l'adulte. C'est l'accompagnement de ses pouvoirs, de ses potestates. Alors, en philosophie politique, les philosophes qui s'intéressent au pouvoir, eh bien, on peut distinguer deux grands types de potestates, deux grands types de pouvoirs. Et c'est le philosophe protestant, Paul Ricoeur, qui, en commentant l'œuvre d'un autre philosophe américain, John Rawls, sa théorie de la justice, en commentant ce livre, Paul Ricoeur, dans un dictionnaire d'œuvres politiques, Paul Ricoeur, il nous dit qu'il y a 2 conceptions principales de ces pouvoirs. Soit le pouvoir, le potestates, comme coopération. Coopérer, ça veut dire on œuvre ensemble. On peut ensemble. Soit le pouvoir comme domination. Soit le pouvoir comme domination. Et là, vous le voyez, il y a des questions qui se posent, à savoir, choisis ton camp. Pour la co-œuvrance, la coopération, la coopérativité, le fait d'agir ensemble, ou le fait de la domination. D'un côté, il y a, et il est question,
de pouvoir avec l'autre, pouvoir ensemble, pouvoir avec l'adolescent, ou pouvoir avec mes semblables, avec mes pairs, avec mes égaux, ou de l'autre, pouvoir sûr. D'un côté, on est dans un mode de la relation, et de l'autre, on est dans un mode, pour reprendre le terme de Karl Marx, on est dans un rapport de force. On est dans un rapport. Il y a un supérieur et un inférieur. Dans la domination, il y a toujours un dominant, un dominé. Il y a toujours une histoire de soumission. Et donc, dès lors, il me semble que tout l'enjeu pour la relation adulte-adolescent est de savoir quel type de pouvoir, de potestates, peuvent être mobilisés. Soit on est dans le pouvoir avec, la coopération, soit on est dans le pouvoir sur, c'est-à-dire la domination. En termes aristotéliciens, le stagirite nous dit dans cet ouvrage important qui s'appelle « Les politiques », soit on recherche l'égalité, soit, dans l'agir ensemble, on recherche et on cherche à dominer. C'est à nous de choisir le camp. La domination, d'ailleurs, nous dit Aristote, ça veut dire soumettre le vaincu. Il y a l'idée, à un moment donné, d'un déclassement, d'une victoire dans un face-à-face. Donc ça a des conséquences sur la relation. Alors, une fois qu'on a conscience de cela, la question qui se pose, c'est le rapport entre l'auctoritas, ses pouvoirs, avec ces deux dimensions, et puis bien sûr, aussi, que fait-on avec nos adolescents? Et qu'est-ce qui se passe quand c'est la relation de domination en direction des adolescents, eux-mêmes, qui sont en phase de construction, eux-mêmes qui sont en plein volcan, eux-mêmes qui sont sensibles à la moindre intention malveillante, à la moindre prise de contrôle, alors qu'ils sont préoccupés à quitter leur statut d'enfant pour devenir adultes. C'est-à-dire pour devenir les semblables des adultes, les égaux des adultes. Que se passe-t-il si c'est la logique du pouvoir sûr qui l'emporte sur le pouvoir avec, sur la coopération? Est venu à présent le dernier temps de notre raisonnement. Je vais m'inspirer d'une notion, donc, qui nous provient de la psychologie. Cette notion s'appelle la pédagogie noire. Alors, pédagogie noire, ce titre peut vous étonner, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit et pourquoi je vous le propose dans le cadre de notre raisonnement sur qu'est-ce qui fait autorité chez les adolescents. Cette notion est définie pour la première fois par une psychologue allemande. Nous sommes en 1977 et cette psychologue publie un livre important pour nous, pour comprendre ces relations, justement, entre adolescents et adultes. Et le livre s'appelle « Schwarze Pädagogik », pédagogie noire. Alors, quand il va être publié, il va connaître un certain écho, et en France, c'est notamment une philosophe, une femme, qui est également psychanalyste, Alice Miller, qui va développer et diffuser la réflexion concernant cette pédagogie noire.
Alors, pourquoi noir, d'abord? Noir parce que, pour nos deux psychologues, allemande et française, noir, ça renvoie à deux choses. D'une part, le fait que on va dans l'obscurité quand il s'agit d'être virulent. On va dans l'obscurité quand il s'agit d'aller vers de la malveillance. On va vers quelque chose qui n'est pas lumineux, qui n'est pas éclairant, quand on va notamment sur de la domination, sur de la manipulation. Ça, c'est la première raison pourquoi nos deux psychologues choisissent ce terme-là. L'autre raison aussi, c'est que cette part sombre, cette part noire, renvoie à cette part obscure que nous avons aussi dans notre inconscient, et notamment cette part sombre que nous n'avons pas toujours la volonté ou le souhait d'explorer et d'éclairer, cette part sombre de relation quant à notre éducation, quant à l'éducation que nous avons reçue. Voilà pourquoi le terme, vous le voyez, est assez intéressant, et je vais développer à présent les différentes caractéristiques. Alors, Alice Miller, son livre c'est « Pour ton bien, racines de la violence dans l'éducation de l'enfant ». Et je vous propose d'appliquer cela également dans le cadre des adolescents. Il s'agit d'observer, d'apprécier les mécanismes destructeurs qui sont à l'œuvre dans l'éducation, qui sont à l'œuvre dans les relations entre parents et adolescents. Alors, pour expliciter cela, la première chose à comprendre, c'est que naturellement, dans nos sociétés, ce sont les parents qui font autorité. C'est les parents qui ont d'ailleurs la responsabilité sur le plan juridique. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un premier élément d'étonnement, c'est que ce qui fait autorité, l'auctoritas, vous l'avez compris, et je pense que c'est important de bien saisir les conséquences, c'est que c'est l'adolescent lui-même. Donc, la notion d'autorité, il faut vraiment la réserver à l'adolescent, aux adolescents, ou aux êtres humains, aux individus, enfants, adultes, adolescents. Bon. Mais derrière, la difficulté, c'est que le droit également vient un peu brouiller notre conception de l'autorité. Et il n'est pas à brouiller. La responsabilité, c'est encore autre chose. La responsabilité, c'est le fait de répondre d'autrui, y compris en droit. Et ça ne veut pas dire prendre possession, par des mécanismes éducatifs, prendre possession de l'autorité, prendre possession et vouloir à un moment donné dominer le fort intérieur. Et pour cela, nos deux psychologues, finalement, montrent comment, l'air de rien, dans l'éducation courante, dans l'éducation quotidienne, dans nos manières d'agir, de parler, de vivre avec l'enfant, avec l'adolescent, eh bien, ne serait-ce que par une formule, c'est pour ton bien, nous sommes à l'opposé du développement de l'auctoritas. Pardonnez-moi. Alors, nous sommes à l'opposé du développement de cette autorité. Oui, parce qu'au fond, la pédagogie noire, de quoi ça parle? C'est quand cette pédagogie sombre, eh bien, c'est quand le pouvoir comme domination, c'est quand le pouvoir sûr prend le pas, précisément, sur la coopération, prend le pas sur le pouvoir de la relation, sur l'auctoritas aussi de l'adolescent.
Et c'est quand il y a ce basculement. Et là, ça crée de la violence. Ça crée de la distorsion. Ça crée aussi, on va le voir, de l'humiliation. Regardons ce que produit cette pédagogie noire et ce sur quoi elle repose côté adolescent, avant de faire la même chose, si vous voulez bien, côté adulte. Que ces adultes, d'ailleurs, qu'ils soient parents, éducateurs, professeurs. Côté adolescent, tout d'abord. Pour les adolescents, nos deux psychologues repèrent 6 éléments de cette pédagogie noire. Premier élément, les adultes se représentent comme les maîtres, les détenteurs du pouvoir sûr. Deuxième élément, les adultes, je vous le disais, sont légitimes à trancher sur le bien et le mal, tels, écrit Alice Miller, tels les dieux de l'Olympe. Oui, elles sont les autorités, les auctoritas. Oui, nous sommes, en tant qu'adultes, le dieu, la déesse, qui va trancher le bien, le mal. Sans respecter, pour continuer le vocable latin, sans respecter l'auctoritas de l'adolescent. Troisième élément, c'est la colère des adultes quand ils sont en colère, éducateurs, professeurs ou parents, cela relève de la faute des adolescents. C'est nécessairement la faute des adolescents. Nous sommes en colère parce qu'ils ont mal dit, mal agi, ils sont insolents, ils ont mal fait. Quatrième élément, être adulte est un statut sacré. Il n'est donc pas question, il ne peut pas être remis en cause, surtout par des adolescents qui pourraient, si on se laissait faire, ils pourraient bouffer les adultes. Alice Miller emploie cette expression en disant « rendez-vous compte, voilà, ce statut sacré d'intouchabilité, eh bien, fait qu'à un moment donné, si on se laisse faire, c'en est fini, c'est perdu. » Cinquième élément important, les sentiments vifs qu'éprouvent les adolescents pour son maître, pour l'adulte, constituent un danger. Les sentiments des adolescents pour le maître qu'est l'adulte, c'est un danger. Il s'agit de réprimer et de nier ces sentiments, quels qu'ils soient d'ailleurs. Il ne faut pas montrer d'amour, trop d'amour, sous peine de passer pour un être mièvre. Il ne faut pas non plus exprimer sa colère sous peine de passer pour un être violent. Voilà, les sentiments intenses sont bannis. Enfin, sixième et dernier élément de cette pédagogie noire, côté adolescent, pardonnez-moi, il faut le plus tôt possible, sans qu'il s'en aperçoive, ôter à l'adolescent sa volonté propre. Je dirais, il faut ôter son auctoritas propre, son autorité. Il faut ôter sa volonté propre, nous dit Alice Miller, pour qu'il reste dépendant, quand même, de l'adulte. Et les moyens de cette dépendance peuvent être très variés. Il y a des pièges, il y a des mensonges, il peut y avoir de la manipulation, de l'intimidation, il peut y avoir de la privation aussi de relations d'amour, il peut y avoir aussi le fait de faire honte ou de donner la honte. Il peut y avoir le fait d'isoler, l'humiliation, le mépris, la moquerie, et nous dit Alice Miller, cela peut aller aussi jusqu'à la violence. Violence physique, pas simplement la violence verbale, la violence des mots, mais la violence physique. Alors, ça c'est côté adolescent, la pédagogie noire. À présent, côté adulte, pour les adultes, ça signifie quoi? Premier élément, selon la psychologue française, nous avons été élevés dans la répression de nos émotions. Nous avons été élevés dans la répression de nos émotions, et en particulier de la colère. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'il nous est alors difficile
de nous permettre d'éprouver de la colère ou de la peur ou même de la joie avec les adolescents. Et par ailleurs, ça signifie qu'on va d'autant plus mal comprendre cette colère chez les adolescents. Donc il va y avoir un hiatus. Il va y avoir, dans le meilleur des cas, un quiproquo. En tous les cas, il y a incompréhension. Deuxième élément, il nous est difficile, en tant qu'adultes, de reconnaître que nos parents nous ont parfois privés du meilleur de nous-mêmes. Ils nous ont parfois privés du meilleur de nous-mêmes et que nous préférons renvoyer ça aux oubliettes en prétextant, très souvent, c'est du passé, ne déterrons pas les cadavres, c'est pas la peine d'ouvrir le couvercle. Et de fait, c'est étonnant parce que l'éducation que nous avons, elle est permanente. L'éducation de nos parents est omniprésente, même et d'abord dans notre inconscient. Et donc, cette éducation, si on ne fait pas le point, elle est omniprésente d'abord et avant tout dans notre relation avec les adolescents. Troisième élément de cette pédagogie noire, de cette pédagogie de l'ombre, qui manque un peu de lumière, c'est que nous sommes contraints à la loyauté envers nos parents. Quoi qu'ils fassent et qu'ils disent, sous prétexte que d'ailleurs des parents ne peuvent faire du mal à leurs enfants. Ils ne font cela que, et c'est le grand mot, pour leur bien. Mon fils, ma fille, je fais ça, c'est pour ton bien. Ou si je l'ai fait, j'ai fait comme je pouvais, c'était pour ton bien. En même temps, cette pédagogie de l'ombre, cette pédagogie noire, a justifié des fessées, a justifié des retraits d'amour, de la maltraitance émotionnelle, de la violence symbolique, par le langage des mots et le langage du corps. La prise de conscience, et on le voit bien, la prise de conscience que nos parents nous ont aimés et en même temps ont pu nous maltraiter, eh bien c'est parfois, très souvent, difficile à comprendre, à saisir, mais également à assumer dans le cadre de nos relations avec les adolescents. De fait, il me semble que c'est précisément la répression de ces sentiments authentiques qui nous rend, comment dire, Alice Miller emploie le terme de malade, qui fait que nous réprimons ça avec la peur. Et nous avons peur. Or, cette répression de sentiments, cette répression de conscientisation, cette répression, cette peur qui se génère ainsi, elle n'est pas fondatrice d'une relation de coopération. Cette peur, cette répression n'est pas structurante pour une relation de pouvoir avec, y compris de pouvoir avec les adolescents. Bien au contraire, cette peur nous conduit souvent à privilégier le pouvoir sûr. Cette peur nous conduit à privilégier la domination. Pourquoi ? Elle va être jugée tout simplement plus efficace, plus rapide. Et elle correspond aussi peut-être, dans une certaine mesure, à l'image de l'autorité parentale, telle que nos parents nous l'ont transmise, telle que nos parents auraient dû aussi nous la transmettre. Si nous avons jugé nos parents un peu laxistes ou un peu tir-au-flanc. Donc, on comprend bien que le déni, l'absence de conscientisation, va nous enfermer en tant qu'adultes dans une catégorisation de l'adolescence. Ça va nous enfermer dans une catégorisation de l'adolescence comme simplement une mauvaise phase à passer. En gros, tenez bon, il va falloir tenir, ça va passer, c'est douloureux,
Mais bon, allez, on va y arriver. Par conséquent, l'enjeu est clair. Il s'agit d'offrir le cadre d'une auctoritas pour que l'auctoritas se développe en laissant toujours, me semble-t-il, la possibilité d'un pouvoir avec, qui peut, d'ailleurs, selon les cas, être choisi ou pas par l'adolescent. C'est important, cette sorte d'accouchement de l'auctoritas que, en tant qu'adulte, nous pouvons faire ou essayer. C'est facile de parler ainsi, comme ça, avec des grands mots, mais je vous propose, je l'espère, une grille de lecture qui nous permet de comprendre, qui vous permet aussi de voir, avec moi, l'importance de cet accouchement, de cette maïeutique de l'autoritas de l'adolescent. En n'oubliant pas, par ailleurs, dans cette relation de coopération, qui, si on arrive à l'instaurer, est bénéfique, c'est du gagnant-gagnant pour à la fois l'adulte et l'adolescent, nous n'oublions pas que l'adolescence, par ailleurs, c'est une personnalité qui s'affirme, qui a faim de ses pairs, qui a soif de ses semblables, et qu'il s'agit d'en finir avec papa, avec les pères, et qu'ils préfèrent justement être avec leurs semblables pour s'épanouir différemment, pour permettre aussi à leur auctoritas de s'éloigner du plus possible d'une domination effective ou pas, théorique ou pas, d'une domination des parents, domination qui est quand même aussi héritée de notre enfance. Alors, pour cela, pour saisir ces rapports entre l'auctoritas, entre le pouvoir comme coopération, entre le pouvoir comme domination, je vous propose deux illustrations très différentes. La première, qui est un sujet récurrent chez nos adolescents de 12 à 16 ans, la première illustration, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, en effet, me semble-t-il, est intéressant parce qu'il est révélateur du déploiement de l'auctoritas, mais aussi de cette volonté de contrôle, parfois inconsciente, de la part des adultes, de la part des parents. De quoi s'agit-il? Regardons les deux côtés. D'un côté, les adolescents nous réclament le téléphone portable au nom de leur autonomie. Ils mettent en évidence leurs besoins de sécurité, où ils vont jouer sur le terrain de la sécurité, quand c'est pas nous qui, d'ailleurs, allons leur offrir pour des raisons de sécurité. En outre, autre argument important, argument de poids, c'est qu'il s'agit pour eux, et c'est pas rien, de communiquer avec leur père. Oui, ils ont faim de leur père, de leurs semblables. Ce qui est fondamental pour leur construction identitaire, ce qui est fondamental pour se rassurer, y compris pour passer de bons moments et quitter la sphère familiale. Cependant, ce n'est voir qu'un côté de l'argumentaire, qu'un petit bout de la lorgnette. De l'autre côté, en effet, réfléchissons un peu ensemble. L'adolescent qui a un portable, eh bien, il devient joignable à tout moment. À tout moment, il est joignable par ses parents. Mieux que cela, les parents peuvent savoir, avec une application dans le portable, où précisément l'adolescent est, où il erre, où il a dit qu'il irait mais il n'y va pas, et on peut le voir, on peut le contrôler grâce au téléphone portable. C'est véritablement un outil de contrôle que permet le portable. Contrôle de la circulation, contrôle des lieux, par les lieux, contrôle de la liberté fondamentale de l'auctoritas. D'ailleurs, je vous rappelle ce que signifie contrôle. Le mot contrôle est intéressant étymologiquement. En latin,
c'est le rouleau écrit contenant le texte que doit apprendre l'acteur, que doit apprendre l'auteur. Contrôle veut dire, voilà le parchemin, voilà le texte que toi, ton autoritas, en tant qu'acteur, auteur, tu vas lire. Le portable est le symbole de la mainmise totale des parents sur les déplacements de leurs rejetons dans le théâtre de leur vie. C'est le symbole de l'abolition de l'autoritas de l'adolescent. D'ailleurs, si le rejeton n'appelle pas, pardonnez-moi, si le rejeton n'appelle pas, les inquiétudes explosent. En outre, comment font celles et ceux qui n'ont pas de portable? Avant d'appeler papa ou maman, ils cherchent les moyens de s'en sortir par eux-mêmes. S'ils sont en danger d'ailleurs, ou s'il y a un problème qui est grave, ils peuvent toujours emprunter un téléphone portable et appeler en cas de secours. Puis n'oublions pas la solidarité aussi. Et oui, ça existe. Ça existe. On peut porter secours à un adolescent qui se sent en danger. Pourquoi vivre en ayant peur pour sa propre sécurité, en ayant peur de ses concitoyens, nous dit Montesquieu. Pourquoi vivre? Enfin, pour communiquer. Alors oui, c'est un vrai problème, le portable. Mais il me semble que le confinement a montré que les adolescents pouvaient communiquer autrement, et pouvaient communiquer, y compris avec un ordinateur. Ils pouvaient communiquer avec un ordinateur. Au fond, le portable, me semble-t-il, vient limiter leur autonomie et leur imagination. Il vient contrôler leur autoritas. Il vient, et si on suit ce raisonnement, abolir le développement libre, autonome, de leur être. De leur être. Parce que, précisément, ils se soumettent, ils sont à la merci des autres, de leurs parents. Ils ont perdu leur liberté. Voilà pour la première illustration, disons, plus légère. La seconde illustration est plus grave et porte donc sur la violence. C'est plus délicat d'aborder cela. La violence d'ailleurs, aussi bien physique que verbale. Frapper, c'est toujours un abus de pouvoir. Frapper, c'est toujours un abus de pouvoir. Cela tue dans l'œuf la auctoritas. Cela tue dans l'œuf l'autorité qui fait autorité en chaque être, a fortiori en l'adolescent. Par définition, la violence, on le sait depuis les Grecs, c'est l'acte physique et ou symbolique qui fait passer l'être humain d'un état de sujet à un état d'objet, qui fait passer notre humanité à un objet. Objet à une chose, un objet. Dans objet, il y a ob devant et jeté. L'objet, c'est ce qui est jeté devant. Oui, quand je suis violent verbalement, quand je frappe physiquement, l'être humain qui est en face de moi, j'en fais un objet. Je peux le laisser tomber. Cette violence, précisément ainsi définie, bafoue notre capacité singulière et jaillissante et inspirante et inspirée. Cette violence détruit notre agir. Cette violence détruit notre créativité. Elle s'attaque au cœur de l'auctoritas. C'est l'affirmation absolue du pouvoir sûr, de la domination au détriment de notre fort intérieur inspirant et créatif.
et agissant. Cela produit 3 conséquences redoutables. Cette violence produit 3 conséquences redoutables. D'abord, c'est humiliant. Autrement dit, votre être, votre état de sujet est mis sous terre, comme cet objet que l'on mettrait sous terre. C'est humiliant. Deuxième conséquence, cela fait naître la crainte. La crainte. Or, cet état de crainte apprend aux adolescents, aux autres, et notamment aux adolescents, comme aux enfants, à être méfiants et à dissimuler leurs sentiments authentiques. Méfiance, défiance, il n'y aura plus de confiance. Troisième et dernière conséquence, c'est que les adolescents vont apprendre de leurs parents, vont apprendre des adultes que la violence est le moyen approprié pour résoudre les conflits. Et que ces mêmes adolescents vont comprendre, par cette violence, pseudo-solution aux conflits et aux tensions, eh bien, cette violence fait qu'ils voient bien, ils le sont mauvais, ils l'ont mérité, ils ne valent finalement pas grand-chose, ou parfois même ils ne valent rien, et qu'ils ont besoin d'être corrigés. Ça veut dire que quand ces adolescents, sur lesquels il y a eu, et on a exercé de la violence physique et ou verbale, symbolique, c'est-à-dire que quand ils seront adultes, ces mêmes adolescents, plus tard dans leur vie, pourront reproduire sur des personnes plus faibles, y compris des enfants, leurs propres enfants, les adolescents également, ils pourront reproduire par une violence verbale, par une violence physique, ce qu'ils ont reçu. J'aime bien cette phrase d'Augustin d'Hippone qui dit « Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu ?» De l'amour, certainement, mais aussi de la violence. Et là, la violence ne peut être en aucun cas un mode de la relation sociale. Précisément, voilà pourquoi elle est à l'antithèse du développement de l'auctoritas qui ne peut, de fait, se développer réellement qu'à la condition de la relation du pouvoir avec, mettant de côté la domination, le pouvoir sur. Pour finir, qu'est-ce qui fait autorité chez les adolescents? Vous l'avez compris, c'est l'auctoritas de chacun d'entre eux. C'est cette capacité jaillissante, inspirée, créatrice, vivifiante, qui fait passer à l'action avec les autres, qui permet le développement de l'être, y compris de chaque adolescent. L'enjeu, c'est de comprendre que chaque adolescent dispose d'un potentiel, plus précisément, que potentiel d'ailleurs, d'un ensemble de potestates, de pouvoirs. Et pour reprendre les latins, la question alors va être quelle potestates développer? Pouvoir sur, pouvoir avec. Qu'est-ce qui va permettre pour lui d'être aligné, d'être bien dans sa peau, d'être bien avec les autres, d'être heureux? Car oui, tel est l'objectif, en effet, de toute éducation, comme nous l'a appris Aristote dans son Éthique à Nicomaque. C'est bien sûr d'être heureux. Et également, à ce titre-là, la plus grande des vertus est la paix. Alors, pour finir et conclure cette conférence, je ne peux pas ne pas préciser cette formulation magnifique et vous la partager de l'anthropologue français Marcel Mauss, neveu d'Émile Durkheim, qui nous dit, après avoir réfléchi sur le don, l'importance
de l'éducation, l'importance également du respect de chacun et l'importance de la paix, car au fond, tout cela ramène à une question très simple. Deux groupes d'hommes qui se rencontrent ne peuvent que ou s'écarter, et s'ils se marquent une méfiance ou se lancent un défi, se battre, et c'est la guerre, ou bien traiter et donner, c'est la paix. Il l'écrit dans son essai sur le don, publié en 1924-1925. C'est là-dessus, je crois, qu'il convient de réfléchir avec les adolescents. La paix ou la guerre, le respect des autoritas, la promotion du pouvoir avec, contre le pouvoir sur. À très bientôt.